sommes réunis aujourd'hui grâce au laboratoire AAZ qui nous prépare de si beaux tests aussi efficaces pour évoquer, si vous voulez, les tests Covid en pharmacie, aussi bien antigéniques que sérologiques, qui permettront de suivre la vaccination, mais aussi les tests du futur, les tests combinés. Avant de démarrer, je vais vous présenter nos intervenants. Alors, je vais commencer, si vous voulez bien, par me dire moi. Je suis Marie-Josée Auger-Comont, je représente l'USPO dans cette table ronde, mais je fais partie aussi du comité de pilotage des TROD, tests et autotests du laboratoire A à Z. Donc, je vais pas commencer par ordre alphabétique, mais je vais prendre le docteur Thierry Prazuc, qui est chef de service maladies infectieuses et tropicales au centre hospitalier régional d'Orléans. Merci beaucoup, docteur, d'être là et de nous donner vraiment toutes les dernières informations sur les tests. Le docteur Jean-Claude Tardy, virologue à l'Institut des agents infectieux de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Merci aussi. Et ensuite, notre pharmacien de service, Pierre Béguerie, qui est président du Conseil central A de l'Ordre national des pharmaciens d'officine. Alors, au-delà effectivement du rôle qu'ont pu jouer les officines vraiment de proximité dans la pandémie, il me semble qu'il est important de demander à Pierre Béguerie de nous situer exactement comment ça s'est passé. C'est une nouvelle mission du pharmacien. Le dépistage était bien dans celle que l'on pratiquait déjà, mais pas avec autant d'intensité. Et il nous semble important, si vous voulez, qu'on puisse savoir comment le pharmacien a abordé cette nouvelle mission, comment il s'est impliqué. Et je passe la parole à Pierre qui saura nous en parler au nom de tous les pharmaciens. Bon, déjà, si tu peux me permettre, Marie, je voudrais faire un petit rappel quand même par rapport à l'activité des pharmaciens, hein, qui sont les professionnels de premier recours, et les tests, la prévention, le dépistage fait partie des missions régaliennes des pharmaciens, puisque c'est inscrit dans le texte de loi qui prévoit que les missions légales du pharmacien d'officine, depuis juillet 2019, comprennent la prévention, le dépistage, le traitement et le suivi des patients, la dispensation des médicaments. Et à l'intérieur, les pharmaciens peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes. C'est le 8e alinéa de l'article 51-25-1 que nous connaissons bien, et qui prévoit donc que cela comprend la participation au dépistage des maladies infectieuses. On a commencé au tout début, c'était tout simple, hein, il y a eu quelques petites batailles réglementaires et les pharmaciens ont obtenu la possibilité de faire des tests d'orientation diagnostique, parmi lesquels en premier le test capillaire d'évaluation de la glycémie, uniquement dans le cadre de campagnes de dépistage du diabète, les trous oropharyngés, les angines à streptocoque. Là, on a connu quelques allers-retours puisque on rentrait dans le cadre de la résistance aux antibiotiques et on a demandé aux pharmaciens d'intervenir en amont d'une prescription pour vérifier avant de délivrer l'antibiotique, savoir s'il était nécessaire, la prescription d'antibiotiques était nécessaire. Il y a eu un petit peu un coup d'arrêt à cause justement de la pandémie, alors que tout était en place, mais on attend toujours des décrets d'application pour mettre en service, entre guillemets, cette proposition de TROD oropharyngé pour détecter les angines à streptocoque A. Et enfin, il y a aussi un TROD oropharyngé de la grippe, mais qui n'a pas encore connu de réelle activité. À la suite de l'expérimentation, enfin à la suite de la pandémie, au début de la pandémie, nous avons été sollicités au tout départ pour proposer des tests sérologiques au début à la fin du printemps de l'an dernier, au début de l'été. Et de suite après, à partir du mois d'octobre, vu les besoins de la population en test, on nous a demandé
de participer aux tests antigéniques qui sont donc proposés par la profession depuis le mois d'octobre. Ce qui est extraordinaire, c'est que pour nous les pharmaciens, pour nous donner l'autorisation de vacciner, il a fallu 3 ans, dont une première année d'expérimentation. Et là, en 15 jours, nous avons répondu présent et on a organisé nos officines pour mettre à disposition de la population un service, parce qu'il s'agit là bien d'un service, les chiffres le démontreront tout à l'heure, qui permet un premier repérage des personnes malades et atteintes du Covid. Et ceci doit se faire bien sûr dans des conditions adaptées, sécurisées, de confidentialité. Il y a eu pas mal de débats sur les propositions que faisaient certaines pharmacies de mettre des barnums à l'extérieur, etc. Tout ça, ça se comprend parce qu'il y avait un besoin immédiat de mettre à disposition des locaux ou des espaces adaptés. Il faut savoir que malgré ça, les pharmaciens ont bien réagi parce que à chaque fois, ils ont vérifié qu'ils étaient dans le cadre réglementaire et qu'il ne fallait pas dépasser le cadre réglementaire qui leur était imposé. Voilà, là on est en pleine évolution. Il y a cette nouveauté sur le criblage des nouveaux variants et l'analyse des nouveaux variants auxquels on sera peut-être amené de participer si on arrive à passer des conventions avec les laboratoires de biologie, s'ils veulent nous permettre de faire le test, de faire le prélèvement suivant après un test antigénique révélé positif. Ça sera une organisation à mettre en place, certainement, mais on pourra en discuter après si vous le voulez. Pierre, voilà, donc, oui. on reparlera tout à l'heure, là, justement, des tests de criblage, mais est-ce que, justement, par rapport à l'investissement de l'officine, à peu près la moitié des officines pratiquent aujourd'hui des tests. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, aussi bien pour les prises de rendez-vous que pour... je pense que ça a été quand même assez facilité. Écoute, enfin, moi, ce que j'ai trouvé admirable, c'est que on nous a donné un top départ et 15 jours après, on était pratiquement prêt. Il fallait quand même derrière que nous ayons subi une formation relativement adaptée. Personnellement, avec le recul, je trouve que le geste de prélèvement oropharyngé est presque plus compliqué qu'une vaccination anti-grippe. Hein. Et Oui. pourtant, en 15 jours, nous nous sommes formés, on y est arrivé et on a réussi à le faire. Moi, j'ai été vraiment satisfait de la façon dont les pharmaciens ont répondu à cette demande. Après, bien sûr, c'est une organisation particulière, mais ça va nous permettre justement de nous organiser pour ce qui va arriver après, parce qu'on n'était pas habitué à prendre des rendez-vous. Et pourtant, on a été obligé de le faire, puisqu'il faut un équipement particulier. On ne peut pas s'amuser à faire ça dès que le patient pousse la porte de la pharmacie. Il faut un endroit dédié, il faut un circuit dédié pour les patients. Tout ça, j'ai été vraiment satisfait de voir que les pharmaciens avaient répondu dans les normes et on a a priori pas eu de dérapage, entre guillemets, par rapport à ces normes qui étaient bien évidemment nécessaires. On doit rendre hommage à ce qui a été fait, Pierre, parce que effectivement, dans le cadre de la démarche qualité, l'ordre nous a fourni des protocoles parfaitement définis qui sont accessibles sur le site, et ça a permis à tous les confrères de le faire rapidement. Si on n'avait pas eu tout Et, ça, s'il n'y avait pas eu de toute réagir très l'information rapidement. Voilà, réalisée, on n'aurait pas exactement, de pu réagir faire rapidement. tout ce qu'il y a. Je te Donc maintenant, remercie de le préciser. oui, ben, c'est normal qu'on le précise parce que vraiment c'était un appui important et si vous regardez sur le site, vous verrez que toutes les fiches sont mises à jour régulièrement chaque fois qu'il y a une modification, ce qui permet de faire son travail dans de bonnes conditions. Alors Marie, parallèlement à ce que tu disais, à la démarche qualité à l'officine qui a été initiée par tous les acteurs de la profession, bien sûr, vous avez votre ordre que je représente ici, qui met en place tous les jours, quotidiennement, à chaque fois qu'un dispositif réglementaire sort, c'est foire aux questions et les pharmaciens ont accès très rapidement à ces éléments qui peuvent les aider justement dans ces nouvelles missions.
Les syndicats ont pris leur part aussi dans l'info et je pense que Bien ça sûr. aussi, ça a été très, très bien pour les professionnels. Docteur Tardy, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu maintenant quels sont les tests disponibles, comment ça se passe, leur véritable fonction? Est-ce que, parce qu'on a eu beaucoup de confusion, on a encore des gens qui viennent à la pharmacie, qui veulent faire un test sérologique quand il faut faire un test antigénique, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous préciser tout ça, puisque vous êtes là, les médecins plutôt aguerris sur ces sujets? Avec grand plaisir, cher Marie. Je vais faire le technicien de service aujourd'hui en vous rappelant trois choses. Hein, non, ben, je participerai bien volontiers à tous les débats. Pour ma partie spécifique, ben, à partir de la première diapo, donc c'était juste pour vous rappeler, là, en quelques minutes, on a d'après le programme 15 minutes avec Thierry, mais je vais en prendre que 5 et je t'en laisserai 10 parce que je sais que tu as plus de diapos que moi. Je vous rappelle juste très rapidement sur ce schéma que pour faire le diagnostic de toute maladie infectieuse, il y a ce qu'on appelle les techniques de diagnostic direct et les techniques de diagnostic indirect. Direct, ça veut dire qu'on cherche à mettre en évidence le virus lui-même ou un de ses constituants. Dans le cas du virus qui nous intéresse aujourd'hui, à partir d'un prélèvement nasopharyngé, eh ben, on peut soit rechercher l'ARN du virus par PCR, qui reste la technique de référence, et on peut aussi rechercher la protéine interne, la nucléoprotéine, par des tests antigéniques. Et puis, on a aussi des techniques de diagnostic indirect ou sérologique, ou à partir d'un prélèvement veineux, du plasma, du sérum ou du sang capillaire, on peut rechercher les anticorps fabriqués contre le virus en question. Je vais vous présenter le test qu'on utilise au laboratoire depuis le printemps-été dernier et vous décrire un tout petit peu ses constituants, si je puis dire, parce que c'est bien le principe réactionnel et les protéines virales qui sont utilisées dans ce test qui en font le meilleur actuellement disponible. Et celui qu'on utilise ici, tant au laboratoire de virologie pour la routine qu'au niveau du Centre national de référence, puisque j'y travaille. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce test Presto A à Z? C'est qu'ils utilisent la technique la plus sensible pour rechercher les anticorps, qu'on appelle les techniques d'immunocapture, c'est-à-dire que la petite savonnette, la petite bandelette, elle a été sensibilisée par un anti-IgM, au-dessus par un anti-IgG, et bien sûr toujours une bande contrôle comme tout test rapide. Ces techniques, elles captent les IgM et les IgG, et là en plus, elles le font de manière différentielle, puisque ce sont des zones différentes sur la bandelette qui ont été sensibilisées par ces anti-mu et ces anti-gamma. C'est la première grande qualité de ce test. La deuxième grande qualité, c'est qu'ils ont utilisé plusieurs protéines différentes du virus. À la fois la protéine d'enveloppe, la fameuse protéine S qui contient le RBD, le récepteur binding domain, le récepteur contre lequel on va fabriquer des anticorps qui sont neutralisants quand on est vacciné, qui est la protéine la plus exposée, comme tous les virus enveloppés, c'est toujours l'enveloppe qui se trouve à la surface, donc c'est très exposé. Et puis la protéine interne, dont on sait qu'elle est extrêmement produite en quantité extrêmement abondante pendant l'infection. Et donc ça, c'est intéressant parce que nous voilà avec une technique qui nous permet de distinguer les IgM et les IgG contre les différentes protéines virales de ce virus. C'est pour ça qu'on a une technique là qui est très sensible, à la fois pour faire le diagnostic d'une infection active, peut-être que je vous montrerai au cours de cette présentation quelques exemples, et aussi bien évidemment pour faire un contrôle pré-vaccinal et post-vaccinal, chose qui me semble extrêmement intéressante quand on lance des campagnes de vaccination. Deuxième diapo et deuxième message que je voulais vous faire passer, on ne fait pas une confiance comme ça absolue, totale, gratuite aux fabricants de réactifs et il me paraît extrêmement important et c'est ce qu'on fait avec A à Z qu'à chaque sortie d'un nouveau lot, eh bien, le Centre national de référence des virus respiratoires, c'est dans le labo ici à la Croix-Rouge, on fait un contrôle de la sensibilité et de la spécificité de tous les lots qui vont être disponibles pour tous les utilisateurs. Vous avez un petit exemple. Alors, on ne recommence pas toute l'évaluation telle qu'on a pu la faire
au moment de l'enregistrement, je peux dire, du produit. Mais ça, c'est un élément extrêmement important parce que ma longue expérience sur le VIH nous avait quand même montré à plusieurs reprises avec d'autres fabricants que, pardonnez-moi mon langage un peu direct, mais il y avait quand même des très, très mauvais tests qui pouvaient circuler et qui ont conduit un certain nombre d'entre eux à un certain nombre de catastrophes. Donc, deuxième diapo, c'était ce contrôle régulier de tous les lots qui me paraît important. Et puis, troisième diapo et dernière, purement, là encore, analytique, ça concerne les tests antigènes qu'on utilise, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, depuis l'automne. Les tests anticorps, c'était depuis le printemps, l'été. Et je voulais vraiment rendre hommage et féliciter surtout l'équipe de Slim Fourati et de Jean-Michel Pavlovski qui a fait cette évaluation officielle des TROD antigènes, parce que franchement, c'est remarquablement bien fait. Vous avez là les résultats du test viraux A à Z. Et qu'est-ce qu'il faut remarquer? Donc, ils ont fait sur un grand nombre d'échantillons, hein, 337 en haut, vous voyez, 295, etc. Donc, c'est une grosse étude. Prélèvements pour lesquels on avait bien évidemment tous les résultats de PCR nasopharyngé. Eh bien, quand vous voyez ce tableau, ils ont déterminé la spécificité, la sensibilité, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative en tenant compte, bien évidemment, de la prévalence, avec une prévalence à 1% ou une prévalence à 5%. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce test viraux A à Z? Une sensibilité et une spécificité qui sont assez extraordinaires. Parce que vous voyez que, en particulier pour des PCR bien positives, avec des CT qui sont inférieurs à 20, on même peut dire inférieurs à 25, on les sort quasiment toutes par le test antigénique. Et associé à ça, au fait qu'on a eu une spécificité qui était excellente, puisque dans cette étude, voisine de 100%, la spécificité, ce qui était excellent. Donc, en clair, et puis après, on rediscutera sûrement de tout ça au long de cette table ronde, on a des tests rapides, anticorps, IgM, IgG différenciés en plus, et des tests antigéniques qui nous permettent quand même clairement de faire un très bon diagnostic. Rapidement, docteur Tardy, vous nous résumez un petit peu, vous nous expliquez spécificité, parce que beaucoup de confrères se demandent exactement, parce qu'on entend beaucoup de bruit sur les noms et sur leur efficacité. Vous pouvez nous dire la différence entre les deux? Voilà. Alors, la sensibilité, d'accord, c'est l'aptitude d'une technique à détecter la plus petite quantité possible de ce que je leur recherche. La spécificité, c'est que j'ai pas de faux positifs. Si je passe 100 échantillons reconnus négatifs et qu'il y en a un qui sort positif, ben ça sera un faux positif et je dirais que ma spécificité est de 99%. Donc, sauf si on s'amuse à aller balancer du Coca-Cola, eh bien, on n'aura absolument aucun souci. Et sur les sérums, et l'étude de Slim le montre très bien, moi, je n'ai aucun faux positif avec le test anticorps Presto ou le test antigène. Voilà. Il faut que ça soit fait dans des conditions qui sont les conditions qui sont précisées par le fabricant. En clair, ces tests sont bons. Et dernière petite chose, je ne veux pas être trop long, mais pour le test Presto IgG, je fais une quarantaine d'années que je fais des tests pour le VIH ou les hépatites. Qu'un test rapide soit plus sensible pour détecter les IgG en particulier qu'un test DIR en temps long, une ELISA traditionnelle dans les laboratoires. Honnêtement, j'avais quand même jamais vu ça de ma vie, je dois dire. Et là, pourtant, c'est le cas. Et ça nous rassure sur la qualité. Merci. Docteur Krasuk, est-ce que vous pouvez nous compléter et apporter votre science sur ce sujet qui est grand? Bien sûr. Alors, donc, je vais vous montrer un certain nombre de diapositives sur des études qui ont été menées et qui sont en cours. D'une part sur les anticorps et ensuite, d'abord sur l'antigène, le Covid viraux. Contrairement, c'est effectivement un peu petit, c'est une étude qui complète l'étude qui a été réalisée à Henri Mondor, étude qui a été réalisée sur des fonds de tubes
de PCR. Donc, si vous voulez, il y a une dilution, et même si les résultats sont impressionnants et sont très bons, la sensibilité globale n'est pas de 100%, parce qu'on perd lié à la dilution de l'échantillon dans le liquide de recueil. Hein, vous voyez que l'écouvillon, on le met dans un tube, il y a une certaine quantité de liquide et ça dilue, ça dilue d'autant et donc ça fait perdre un peu en sensibilité. Donc la vraie vie, c'est lorsque vous êtes devant votre patient dans la pharmacie et vous faites le test et vous voulez savoir quelle est la sensibilité de ce test. Alors ce que l'on a fait ici, c'est presque la vraie vie, mais pas tout à fait. Pourquoi? Parce que on a fait les prélèvements sur les patients positifs et sur des patients négatifs, mais on savait qu'ils étaient positifs. C'est-à-dire que pour essayer d'aller au plus vite et avoir un gros échantillon, eh bien, on a rappelé les personnes qui avaient un test PCR positif dans les 3 derniers jours et s'ils étaient d'accord, ils revenaient pour faire ce test antigénique comparé à la PCR et on refaisait la PCR et le test antigénique. Donc, il n'y avait pas de facteur de dilution, on utilise directement le test antigénique. Et vous voyez sur le tableau de gauche ici, donc on a pris 117 personnes positives et 127 et 4, c'est-à-dire 131 personnes négatives. Et on a regardé quelle était la sensibilité. Et la sensibilité globale était de 96,7% avec un intervalle de confiance de 93,3 à 99,9. C'est-à-dire qu'on a 4 patients sur les 100, pardon, c'était pas 117, c'était 117 plus 4, donc 121. 121 sur les 121 patients, on est passé à côté de 4 positifs. Alors, qui étaient ces positifs? On les voit là. Hein, un patient de 25 ans, un autre de 29, 65 et 46 ans, qui avaient tous des symptômes, mais qui avaient, vous voyez, des CT, c'est-à-dire une charge virale. Plus c'est élevé, plus CT est élevé, et plus la charge virale est faible. À partir du moment où la charge virale est supérieure à 28 avec le test Thermo Fisher que nous utilisons en PCR, on considère que le patient est peu ou pas du tout contagieux. Et vous voyez qu'il n'y a que cette personne qui était à 28, mais que globalement, tous les autres étaient à des stades avancés et n'avaient plus beaucoup de virus. Et lorsque l'on regarde ici sur ce tableau, la sensibilité en fonction du cycle, lorsqu'il était inférieur à 28, on monte à 98%, alors sur 66 personnes. Lorsqu'on est inférieur à 32, on est également à 98%. Et lorsque vraiment il y a une charge virale qui est très faible, on tombe à 92% de sensibilité. Et en fonction des délais des symptômes, parce que plus les symptômes sont apparus il y a longtemps et plus la charge virale risque d'être basse, eh bien, on a globalement, en tout cas, c'était des patients qui venaient depuis, qui avaient eu des symptômes relativement, globalement au plus tard dans les 7 à 8 jours, eh bien, on garde une sensibilité qui est tout à fait excellente. Alors, je dis, c'est pas tout à fait la vraie vie parce qu'on fait revenir les patients, donc on sait qu'ils sont positifs. Donc, probablement, on est plus attentif sur le résultat qu'on va obtenir sur la bande. On va regarder jusqu'à 15 minutes. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie aux urgences? Le même test est utilisé aux urgences de l'hôpital d'Orléans sur les patients qui sont suspects de Covid, de manière à pouvoir faire le tri. Hein, aujourd'hui, je constate qu'il y a un certain nombre d'hôpitaux qui n'utilisent pas encore les tests antigéniques aux urgences, alors que là, il y a des patients qui peuvent infecter les uns les autres. On attend la PCR pour pouvoir les monter dans les services. C'est complètement ridicule. Donc ça, on le fait depuis le mois d'octobre avec le test Covid viraux qui a été validé. En fait, l'étude a été réalisée conjointement avec les cliniciens et nos virologues. Hein. Et à chaque fois qu'il y avait un test, on regardait s'il n'y avait pas qu'une seule personne qui lisait le test, on était plusieurs de manière à pouvoir valider. Et bien évidemment, plus la bande est légère et plus la charge virale est basse.
Et donc, on a pu être influencé puisque aux urgences, ils sont plutôt une sensibilité qui est aux alentours de 85, entre 80 et 90%, on va dire, parce que c'est tout le temps des opérateurs différents, c'est des infirmières qui sont pas nécessairement super formées, et puis ils sont pressés, ils n'attendent pas jusqu'à jusque les 15 minutes nécessaires pour lire. Ok, ouais, je vois pas de bande. Au bout de 5 minutes, ils mettent le truc à la poubelle, ils mettent négatif. Hein. Mais en revanche, ce qu'on a eu, comme on reprélevait les patients parfois 3-4 jours après la PCR, eh ben, on a eu parfois des prélèvements qui étaient négatifs en PCR, alors que la PCR était authentiquement positive quelques jours avant, et qui étaient encore positifs avec le test antigénique. Comme quoi, il est quand même super sensible. Voilà. Donc, dans la vraie vie, d'abord, vous pouvez faire confiance, comme l'a dit Jean-Claude, sur ce test. Il faut bien réaliser le prélèvement nasopharyngé dans les 2 narines, si possible, pour essayer de récupérer le maximum de sécrétion. Et puis, attendre suffisamment avant de se prononcer de façon définitive. Et puis, si vous passez à côté de vrais positifs, finalement, ce sont des personnes qui sont peu contagieuses. Et donc, finalement, les avoir ratés ne va pas avoir de conséquences sur la contagiosité des autres, de leur entourage notamment. On va passer à la diapositive suivante. Ça, c'était pour les anticorps. Voilà. Alors, c'était pour les antigènes. Pour les anticorps, suivante. Alors, voici une étude que nous sommes en train de mener sur le post-vaccinal. C'est-à-dire que nous sommes vaccinés. Alors, vous voyez, attendez, vous voyez, vaccinés Covid, j'imagine, comme vous. Hein. Donc, j'ai eu mes 2 doses de Pfizer BioNTech. Et nous sommes une douzaine à avoir été vaccinés ici. Et nous avons fait des prélèvements 2 semaines après la vaccination, 3 semaines après la première dose, et donc juste avant la deuxième dose. Et là, 1 semaine après la deuxième dose, et nous avons été prélevés hier et les prélèvements sont partis ce matin pour analyse 2 semaines après la deuxième dose. Et vous avez ici 3 colonnes. L'une représente le virus initial. Alors, je sais pas, on l'appelle plutôt chinois ou européen. Celui qui vient de Wuhan et qui a fait la première vague et la deuxième vague. Ici, vous avez le virus anglais. Et là, vous avez la variante, parce qu'on ne dit pas le variant, on dit la variante, j'ai bien le lu sur le Mars, la variante sud-africaine. Ici, vous avez les taux de neutralisation des anticorps qui sont produits. Alors, lorsque c'est inférieur à 30, c'est pas très neutralisant. À partir de 30, ça commence à être neutralisant. Et vous voyez que globalement, les anticorps apparaissent assez précocement. Dès la deuxième semaine. Les 3 colonnes correspondent aux premières semaines ou deuxième semaine, troisième semaine? Ici, c'est deuxième semaine après la première dose, troisième semaine après la première dose et première semaine après la deuxième dose. D'accord. D'accord? Oui. Et vous voyez comment évoluent les anticorps ici sur l'anglais et sur le sud-africain. C'est vraiment pas bon du tout à 2 semaines. À 3 semaines, ça monte. Et à 4 semaines, donc 1 semaine après la deuxième dose, en dehors de cette personne-là qui n'a pas réagi et la personne ici qui a peu réagi, voilà, tous les autres ont des anticorps contre les 3 variants. Hein, et ce qui est assez qui est assez rassurant finalement. Hein. On attend d'avoir la souche brésilienne. Et vous voyez ici, alors c'est peut-être pas très visible, la traduction avec le Presto. Eh bien, le Presto ici, cette personne-là, vous voyez la flèche? Oui. Ah d'accord. Donc cette personne-là, elle a une bande Presto IgG sans IgM et elle se trouve là. Et vous voyez que, et donc ça c'est le prélèvement qui a été fait ici, qui a été fait, pardon,
oui, qui a été fait ici, il est là, pardon, j'essaie de suivre la ligne, ici, 34, 45, 14 sur le sud-africain. Eh ben, la bande, elle apparaît déjà, alors que les anticorps sont relativement faibles, hein, et même très faibles. Et puis alors, par contre, vous voyez, ça c'est un de mes collègues, moi je dois être ici, là, hein, donc j'ai des anticorps, et je me retrouve ici, à 2, voilà, plutôt là, 2030, 4786 et 43, je suis encore un peu faible sur le Sudaf, mais globalement, vous voyez, il y a une corrélation entre l'intensité de la bande et sa capacité neutralisante. Alors, vous me dire, là, il y a ces deux personnes qui sont un peu en délicatesse suivante, et vous les avez, voilà, alors, ouais, ok, ça c'était pour voir, oui. Vous voyez mieux, hein. Cette personne-là avait peu d'anticorps, mais il était aux alentours de 30. Cette personne-là avait les anticorps qui étaient supérieurs à 7,5 mais inférieurs à 30, mais on voit déjà la bande. Hein. Et puis, vous voyez, il y a tous les cas de figure avec, alors, je vais vous montrer. Alors, on va aller sur la diapositive suivante. Voilà. Donc là, c'est 2 semaines, c'est hier, 2 semaines après la deuxième dose. Ceux qui étaient peu réactifs, alors là, maintenant, ils sont très réactifs. Donc, on peut être confiant. Et donc, ça veut dire que là, vous avez un outil qui va vous dire, alors le passeport vaccinal, c'est bien gentil de dire on a été vacciné, mais ce qui est important, c'est de savoir si on a des anticorps. Donc, c'est ça qui est important pour la suite. C'est de dire, vous avez des anticorps parce que vous avez eu la maladie, vous avez eu des anticorps parce que vous êtes vacciné, c'est ça qui est important. Si vous n'avez pas d'anticorps parce que vous n'en avez plus après la maladie ou vous n'en avez plus après le vaccin, ça peut être un élément de discussion qui me semble insuffisant pour l'instant en termes de réflexion. On peut passer à la diapositive, la diapositive précédente. Là, je voudrais vous montrer ces cas-là. Ce sont des personnes qui ont eu le Covid, puisqu'ils ont envoyé un anti-N positif. Ils ont eu le Covid et ils se sont fait vacciner. Et alors, vous voyez les niveaux d'anticorps neutralisants sur, alors là, ça baisse, on se demande pourquoi d'ailleurs, 30 000 comparé à ce que nous, on peut avoir. Donc, jusqu'à présent, je m'étais dit, on s'était dit, non, les personnes qui ont eu le Covid, depuis le mois de mars, ils ont des anticorps, puisqu'on fait un suivi des anticorps sur 150 patients tous les 3 mois, et à M9, hein, les anticorps sont toujours présents. Donc, est-ce que c'est nécessaire de se faire vacciner? En tout cas, les personnes ne sont pas prioritaires. Pour que nos comprennent, M9, c'est 9 mois après? Oui, 9 mois après. 9 mois après avoir fait le Covid. D'accord. Donc, il y a encore des anticorps. Donc, on a très, très peu de cas de recontamination. Hein. Ce que je n'ai pas montré, c'est qu'on se fait faire des prélèvements dans le nez avec cette étude-là et qu'en revanche, on n'a pas d'anticorps neutralisants au niveau des narines, au niveau du nasopharynx. Ça veut dire qu'on peut être recolonisé, mais probablement pas infecté avec ce niveau d'anticorps neutralisants. Et donc, vous voyez là, à 30 000, peut-être que ça vaut quand même le coup de faire une dose de vaccin pour les personnes qui ont eu le Covid il y a plus de 3 mois pour les protéger plus longuement. Parce que, voilà, on va voir ce que ça va donner dans les années, dans les semaines à venir, puisqu'on va continuer à se faire prélever pour voir la cinétique de ces anticorps et voir aussi ce que ça donne sur ce fameux virus brésilien qui nous inquiète un peu. Docteur Prazuki, qui signifie que des tests antigéniques pourraient nous servir justement dans la stratégie vaccinale, sans avoir recours effectivement à aller faire des PCR ou des tests sérologiques en laboratoire. On pourrait très bien suivre et peut-être éviter que certaines personnes soient vaccinées lorsqu'elles n'en ont pas besoin. Je pense que la HAS doit prendre une position bientôt sur ce sujet, savoir si après avoir eu la maladie, on doit être vacciné quand même. Donc, rassurés, parce que nos confrères, on entend tellement de choses sur les tests antigéniques qu'ils ont besoin d'être rassurés sur ce qu'ils font. Et maintenant, on va vous présenter un petit peu justement ce qu'ils ont fait, nos confrères, pour vous montrer les résultats.
vous le voyez, ce sont des données donc de IQVIA au 9 février 2021. Les pharmaciens ont dispensé plus de 10 millions de tests, 10 601 067 tests vendus aux autres professionnels. On n'a pas mis la quantité donnée aux médecins, infirmiers, chirurgiens dentistes, etc., ou même au laboratoire, mais les pharmaciens en ont réalisé la moitié. Donc, les prélèvements qui ont été pratiqués en officine, les tests, c'est 5 millions de tests environ à la date qui sont là. Dans les 7 derniers jours, 8263 continuent à pratiquer des tests et on a eu, vous le verrez, des montées jusqu'à plus de 10 000 officines qui pratiquaient les tests. Ça, c'était pour vous dire l'engouement des pharmacies, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, par rapport à ça. Deuxième diapo. Là, c'était les chiffres IQVIA. Là, maintenant, ce sont les chiffres de la CNAM qui sont à la fin janvier. On n'a pas encore les derniers chiffres, on les aura vendredi. Je regrettais qu'on ne puisse pas les projeter. Et vous voyez la répartition des tests réalisés par profession. Eh bien, l'officine a réalisé 82% des tests. Ça veut dire qu'elle en a donné plus de 10 millions, c'est-à-dire qu'il y en a 5 millions qui sont quand même un peu dans la nature et qui n'ont pas été réalisés. Et je pense qu'ils seront réalisés a posteriori. Vous avez là la ventilation avec les médecins, les infirmiers, sages-femmes, chirurgiens dentistes, j'oublie personne, et kinés. Voilà pour les résultats, si vous les chiffrez, et la réponse de la profession à ces tests. On voit qu'on a fait effectivement 82% des tests et qu'on en a dispensé beaucoup. Pierre, ces chiffres montrent effectivement ce que tu as dit tout à l'heure, l'engouement de la profession. Mais moi, j'aimerais qu'on aille plus loin et qu'on dise qu'au moment de la vaccination, telle qu'on la vit aujourd'hui, on voit bien qu'on aura peut-être besoin de ces tests sérologiques, même sur des tests sérologiques à côté des tests antigéniques, même sur la population qui a eu le Covid, puisque justement, ça pourrait éviter une vaccination ou bien ça pourrait justement vacciner lorsqu'on en a besoin. Pierre. Oui, c'est cet enseignement-là que nous a apporté le docteur Prazuc, c'est très intéressant. Ça voudrait dire on pourrait être amené, avant d'envisager une vaccination pour quelqu'un qui a été malade, de vérifier sa nature protectrice, si on peut dire, par le biais d'un test sérologique. Mais est-ce que nos tests sérologiques que nous avons en officine sont aussi fiables que ceux que vous avez fait dans votre… Enfin, c'est la même chose, je suppose. Le docteur Prazuc a fait les deux, là. Hein. D'accord, oui. Là, le test en question de référence, il s'appelle le S-Flow, qui est fait par l'Institut Pasteur. Bon, une sensibilité de 99,5%. Mais vous avez vu les bandes du Presto. Il y a une concordance qui est totale. Hein. Et je vous rappelle que le test Presto, il est bien supérieur en termes de sensibilité que les tests ELISA qui sont faits dans les laboratoires d'analyse, où vous avez des gens qui vont j'ai fait le Covid, je fais le test, j'ai fait un test dans un laboratoire d'analyse médicale et on m'a dit que j'avais plus d'anticorps. Vous faites le Presto et le Presto il est positif. Très souvent, dans un cas sur deux, 6 mois après, il n'y a plus d'anticorps détectés par ELISA. Alors que dans au moins 9 cas sur 10, il y a le Presto est positif. Déjà, ça donne déjà une bonne appréciation de la durée de protection, soit de la maladie, soit du vaccin. Oui, plus on va aller, on prélève les patients. Il y a Strasbourg également qui le fait, qui prélève des professionnels de santé qui ont été infectés au mois de mars, avril. Donc là, on va donner les réponses à 9 mois. D'ailleurs, Pasteur a analysé les données de Strasbourg qui sont très bonnes en termes de persistance des anticorps. On l'a prévu d'aller jusqu'à 2 ans. Tous les 3 mois, on reprélève tout le monde
pendant 2 ans. Et à ce moment-là, c'est à partir des données qui sont apportées par ce type d'études que le ministère va se prononcer pour dire il faut faire un rappel à ceux qui ont eu le Covid. Une dose, 2 doses, par exemple. Moi, je sais pas. On apporte des données et tant qu'il n'y a pas de données, les autorités sont très prudentes. Ils disent vacciner tout le monde, mais les choses vont évoluer au fil du temps. Rapidement, Pierre, avant qu'on aborde les nouveaux tests, j'aimerais que tu parles de l'intérêt effectivement de ce qui va se passer sur les tests positifs aujourd'hui et sur le criblage, puisque normalement, lorsqu'on va avoir des tests positifs, on devrait les faire contrôler pour avoir l'analyse des variantes et le faire avec effectivement les laboratoires d'analyse. Parce qu'on voit très bien que si on dit à un patient, vous avez un test positif, vous devez aller au labo, prendre rendez-vous, etc., on risque d'avoir ce que l'on appelle des perdus de vue en épidémio, et que le patient n'y aille pas. Alors que si on le réalise immédiatement à l'officine, eh bien, on aura, si vous voulez, cette analyse et pouvoir tout de suite dire au patient ce qu'il a. C'est vrai que le DGS est très précis là-dessus. Il dit que dans la meilleure des chances, il faudrait que l'effecteur qui a fait le premier prélèvement de test antigénique, qui a déclaré un positif, fasse le deuxième prélèvement immédiatement pour éviter cette perte de chance du patient. Moi, je me suis rapproché d'un laboratoire qui m'a dit, mais on peut toujours trouver une combinaison, parce que nous, notre souci, nous, pharmaciens d'officine, c'est de savoir avec quel matériel on fait le deuxième prélèvement qui va aller vers un RT-PCR bien précis, de calibrage. Donc, c'est important de savoir avec quel laboratoire on travaille et que ce laboratoire nous donne un protocole qui nous permet de faire le deuxième prélèvement et de le conserver selon des modalités bien précises, si par hasard le laboratoire ne le prend pas de suite, s'il faut le mettre au frigo pendant quelques heures, etc. Donc ça, c'est très important de se rapprocher d'un laboratoire. Je pense que localement, ça se fera plus facilement que nationalement. C'est en fonction de ces accointances et de ces laboratoires que l'on connaît. Parce que le directeur de laboratoire que j'ai eu, il me dit sinon, tu lui dis, mais ça me gêne que tu lui dises de venir à tel endroit. Il y a aussi le libre choix du patient dont il faut tenir compte. C'est compliqué. Alors bien sûr, si le patient est d'accord, je pense que les patients seront tout à fait d'accord pour ne pas être obligés d'aller se promener à l'autre bout de la ville pour faire un deuxième prélèvement. Encore faut-il que ça rentre dans leur… surtout s'ils sont positifs, hein, il ne faut pas qu'on les envoie se promener un peu partout pour chercher. Donc, l'idéal, c'est ça, c'est de se mettre en relation avec un laboratoire, que le laboratoire et le pharmacien écrivent un protocole et que selon ce protocole, le pharmacien puisse faire le deuxième prélèvement immédiatement après le premier test déclaré positif. Et qu'il le fasse après acheminer vers le laboratoire. Voilà. Jean-Claude, les laboratoires de ville vont être en capacité de faire les analyses à la recherche des variants? Alors, c'est ce qui est dans le DGS urgent. Ils ont 36 heures. Le DGS précise qu'il faut qu'ils le fassent dans les 36 heures. Enfin, il faut que le deuxième test de calibrage soit fait dans les 36 heures. Donc, effectivement, si en plus on demande aux patients d'aller chercher un laboratoire dans ce laps de temps, moi, ce que m'a dit le labo, il m'a dit qu'il travaillait avec, bien sûr, des pôles, hein, des pôles, et qu'il y a quand même un certain temps incompressible pour avoir ce résultat de criblage. Donc, ça va être juste, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas multiplier les étapes et que ça serait peut-être franchement le plus évident, ça serait qu'il y ait le même effecteur pour le premier test antigénique déclaré positif et la deuxième prise de rhinopharyngite. D'autant qu'en réalité, ça peut être facilité, on en parlera à la fin, avec des nouvelles techniques de prélèvement qui permettent, avec un seul prélèvement, de garder le reliquat de liquide et de l'envoyer au laboratoire. Encore faut-il savoir quel laboratoire. Est-ce que c'est uniquement des laboratoires? Exactement. Voilà, c'est une excellente transition, justement, docteur Tardy, docteur Prazu, sur ce qui va se passer sur les nouveaux tests. Est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va avoir à notre disposition?
on voit bien que c'est quand même des techniques tout à fait nouvelles. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des tests combinés? Thierry, à toi, parce que je n'en sais rien du tout comment les choses vont évoluer. Ah ben, non, mais je pense qu'il y a, non, on entend parler de beaucoup de choses. On entend parler des tests salivaires. Alors, nous, on a essayé la salive et l'oropharynx avec le Covid viraux. On a vu que on perdait en sensibilité au niveau de l'oropharynx. On descendait à 80 à 70% de sensibilité. Et alors, sur la salive, on avait 0. Là, ce qui est prévu, c'est de faire des prélèvements salivaires qui vont être traités en PCR. Je ne connais absolument pas la sensibilité de ces tests et ça, c'est c'est Jean-Claude qui peut en parler. Après, au niveau des autres types de tests, ce qu'on va initier là dans les jours qui viennent, c'est non pas un test nasopharyngé, enfin un prélèvement nasopharyngé, mais un prélèvement nasal qui est vraiment pas du tout douloureux, très facile à faire. On l'a fait là sur quelques patients ce matin et on a des résultats qui sont plutôt bons. Donc, on va le faire de manière à mesurer la sensibilité et la spécificité sous la forme d'un test qui serait facile. Et vous mettez dans le petit tube votre écouvillon nasal. Alors, c'est un écouvillon, c'est un gros coton, quoi, si vous voulez. Hein, donc, on frotte bien, mais on va pas au fond, quoi. Ça fait pas pleurer. C'est vraiment pas du tout traumatisant. Et ensuite, c'est le Covid viraux, hein, la cassette, c'est le Covid viraux. Et vous prenez les 4 gouttes pour faire le test. Et le reste, bah, vous le gardez. Si c'est positif, vous l'enverrez au laboratoire de référence qui est en capacité de détecter les différentes variantes. Et puis en termes de tests combinés, effectivement, donc il y a une diapositive, j'en ai ici sous la main, mais on ne les a pas utilisés. C'est le test combiné Covid-grippe, mais vous savez qu'il y a eu 98% de réduction des isolats de grippe cette année, donc très peu de grippe circulante. Donc c'est heureusement finalement, parce que d'habitude on a besoin d'ouvrir des unités supplémentaires qu'on appelle des unités hivernales, et on n'a pas eu, mais bon voilà, on va vivre avec le Covid pendant un certain temps. Il faudrait être en capacité de pouvoir faire des tests. Vous faites les tests pour détecter le Covid, vous faites des tests pour détecter la grippe, vous ferez des tests pour détecter la grippe et le Covid de façon conjointe, vous voyez, où on va, avec le même prélèvement, mettre des gouttes dans les puits et voir si, en fonction du nombre de bandes, la personne va avoir grippe A, grippe B ou Covid. Il y a une bande qui va migrer ici pour la Covid et la bande ici, c'est celle qui teste la grippe. Voilà, parce qu'on ne va pas vivre encore 10 ans avec un masque, donc forcément, si le Covid reste, la grippe va réapparaître. Et là, c'est un prélèvement nasal, docteur? Alors là, pour l'instant, c'est un prélèvement nasopharyngé, mais avec une nouvelle technique. D'accord. Pour l'instant, c'est nasopharyngé. Peut-être que nasal suffit, mais pour l'instant, on ne sait pas. Docteur Tardy, vous avez étudié les prélèvements salivaires, vous, ou pas? Non, du tout. Mais je crois que, bon, on sait très bien qu'il y aura un peu moins de virus dans la salive que dans un prélèvement nasopharyngé, donc la sensibilité, elle sera inférieure. Je crois que je voudrais plus insister sur, vraiment, si on veut vraiment progresser, on a ces tests antigènes et anticorps qui marchent remarquablement bien, pour lesquels on a le résultat tout de suite. Et il est clair que si en plus avec ce prélèvement nasal maintenant, les premiers résultats de Thierry persistent et qu'on a vraiment des bons résultats et qu'on puisse envoyer directement ce prélèvement, et comme le disait Pierre Bégry tout à l'heure, parce qu'on sait très bien que ce qui marche, eh ben, c'est notre camaraderie avec le labo d'à côté, entre les officines et le labo. Eh ben, avec ça, on pourra y voir beaucoup, beaucoup plus clair sur cette épidémie, quoi. Donc, pour moi, les choses sont claires. On l'a vu pour d'autres virus, le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, à partir du moment où ces tests sont passés
dans toutes les mains, si je puis dire, y compris en milieu associatif en ce qui concerne le VIH, on a fait d'énormes progrès sur un plan épidémiologique. Donc, il faut faire ces tests. On sait très bien que des très faibles positifs, quel que soit le prélèvement, quelle que soit la technique utilisée, on va en laisser passer quelques-uns. À la limite, c'est pas très grave. Tout ce qu'on peut dépister comme pause, c'est gagner. C'est ça, moi, mon mot-clé, quoi. Voilà. Et franchement, je suis sûrement pas objective, mais entre le résultat de l'annonce au patient devant nous d'un test antigénique et le SMS qu'il reçoit dans le laboratoire, il y a une grosse différence. Je vous assure que ça se passe bien autrement. Immédiatement, le patient, on peut lui délivrer des masques, on peut l'orienter, prévenir le médecin, alors que quand il reçoit son SMS sur son téléphone ou qu'il a un appel téléphonique de labo, je pense que c'est pas la même chose. Mais ça, je suis peut-être pas bien objectif. d'accord avec toi, Marie. Voilà. C'est quand même extrêmement important, un peu de relations humaines pour le moment. Enfin, c'est toujours important et tout particulièrement depuis un an, je dirais. Oui. Pierre, par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui et la législation, c'est vrai qu'on attend toujours d'avoir, nous, à la pharmacie, l'autorisation de faire. On a attendu même les autotests, on attend les trottes, on est toujours en train de franchir, si vous voulez, des étapes supplémentaires. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir aller plus loin encore, Pierre, dans toutes ces autorisations et cette réglementation? Après tout ce que nous venons de dire, ça paraît qu'évident. De toute façon, on représente une population d'effecteurs bien répartis sur le territoire. C'est ça qui est primordial. Parce que qu'est-ce que recherchent les gens actuellement? Ils recherchent la proximité en premier lieu. Donc là, tu vois, même 8000 pharmaciens qui effectuent des tests antigéniques, c'est un tiers de notre réseau. C'est un tiers de notre réseau, donc le moindre petit ensemble de communes, ils ont une officine certainement qui font des tests antigéniques ou des tests sérologiques. Donc derrière, si on peut travailler intelligemment avec nos confrères biologistes et raccourcir les délais et permettre une réactivité importante pour lutter tous ensemble contre la pandémie, moi j'appelle ça de la raison et de la bonne raison. Il faut laisser tomber les corporatismes. Et quelque part, voilà, on n'est pas. Enfin, moi, j'estime que on est tous dans la même bataille dans ça l'histoire et il faut qu'on arrive à trouver des solutions adaptées pour qui? Pour le patient et pour la population. Et plus elle est fragile, plus on sait qu'elle a besoin de nous. Donc voilà, les pharmaciens sont présents. En tout cas, ce que le docteur Tardy et le docteur Prazuc nous ont exposé là à l'instant, ce sont vraiment des messages d'espoir pour la technique, pour permettre justement d'aller plus rapidement dans la connaissance de cette maladie et de son évolution et de sa promenade, si je puis dire. Est-ce que vous pensez qu'on aura aussi des autotests? Ah, Marie, oui. tu as vu que les autotests, on a nous cette expérience qui est une mauvaise expérience, des autotests VIH que l'on délivrait aux patients. C'était pas nous qui faisions les tests. On avait la possibilité de délivrer l'autotest. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très joli un autotest, mais le patient, quand il est tout seul devant sa petite cassette et qu'il voit un résultat, franchement, moi je trouve que c'est tellement mieux de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui connaît un petit peu le système qu'il faut établir derrière, quoi, et lui permettre une discussion immédiate. Les autotests, moi je suis assez réservé par rapport aux autotests. Bien que je comprends. Ça que... des chaleurs humaines, c'est sûr. Oui, je comprends que les gens ont parfois besoin de se tester, mais ça viendra dans le temps, je pense. Mais là, en l'occurrence, on a un problème de ciblage. Hein, et quand tu mets des autotests, tu peux plus cibler. Hein, et tu peux vérifier, contrôler, voir dans quel sens vont les choses et comment évoluent les choses. Ni comment ils sont pratiqués. Ouais, alors, par exemple. Merci beaucoup. Nous allons arriver au terme de cette table ronde. Est-ce que vous pouvez
les uns et les autres, juste en quelques minutes, nous donner pour vous la conclusion de ce que vous en pensez, de comment vous voyez surtout l'évolution pas de la pathologie, hein, vous auriez beaucoup de temps pour le dire, mais au moins de la pratique des tests. Docteur Tardy? Je l'ai déjà un petit peu fait il y a quelques minutes. Il faut faire ces tests, ils sont bons. On a vraiment, en moins d'un an, l'industrie pharmaceutique a développé des tests, des vaccins. Il nous manque des antiviraux. Ces tests, pour appliquer à la vaccination, il faut vraiment en faire. On a quand même une grande maladie virale pour laquelle on a une grosse expérience, c'est la vaccination contre l'hépatite B, et on a des tests anticorps anti-HBS. J'ai toujours dit depuis une quarantaine d'années, avant votre vaccination, faites une sérologie hépatite B, et puis quelques semaines après votre dernière injection, faites un petit dosage d'anticorps anti-HBS. On sait que ça, c'est très important parce qu'il y a quelques pourcents de non-répondeurs et vous savez très bien que c'est extrêmement différent entre être non-répondeur et être répondeur et puis ensuite avoir perdu ses anticorps. C'est ce que disait un peu Thierry tout à l'heure. Donc, faisons ces tests sérologiques, en particulier, en effet, le test Presto A à Z, parce que, comme je vous l'ai dit au début de cette table ronde, il y a à la fois de la nucléoprotéine, mais il y a de la protéine S dedans, donc ça détecte les anticorps protecteurs, neutralisants. Faisons-les avant. Peut-être qu'on a rencontré le Covid et que si on a un Presto pause, on n'est peut-être pas obligé de se faire vacciner. Et faisons-le après quelques semaines, après la deuxième injection. Moi aussi, j'ai été vacciné, mon cher Thierry, et mon Presto, une semaine après mon rappel, est absolument magnifique. Voilà. Moi, je croyais être original, j'ai fait pareil. J'ai fait à une semaine, à 2 semaines, et docteur Prazuc, je croyais être original, je ne pensais pas que les études étaient faites aussi. Non, j'ai fait sur mon mari et sur moi aussi. Docteur Prazuc, on vous écoute. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Simplement, les pharmaciens, et vous l'avez bien dit, rentrent de plus en plus dans la prise en charge, l'éducation thérapeutique, le diagnostic des patients, et donc le Covid, avec les tests sérologiques, les tests antigènes et bientôt la vaccination, vous fait encore entrer encore plus dans le dispositif et on a besoin de vous parce que vous voyez les réticences qu'on a pu avoir de certaines ARS, dont la nôtre, pour pouvoir installer des barnums en ville pour aider les centres de dépistage à faire du dépistage Covid. Bon, on s'est appuyé sur les volontés des maires qui ont financé ces dispositifs qui avaient quand même pour objectif de dépister tôt, d'éviter les contaminations et de permettre aux personnes, même si c'est 24 heures ou 48 heures, parce qu'il faut 48 heures pour avoir le résultat du test, pour se mettre à l'abri et mettre à l'abri ses proches. Eh bien, vous êtes entré dans ce dispositif et ce dispositif de proximité, il est utile parce que il ne faut pas toujours penser aux villes, aux grandes villes où il y a des centres. Il y a aussi toutes ces pharmacies qui sont dans les campagnes où aller se faire tester, c'est pas facile. Et certes, il y a eu moins de Covid dans les campagnes que dans les villes, mais au fil du temps, ça va s'équilibrer. Donc, le rôle des pharmaciens, c'est ce rôle de proximité et qui est important. Et vos nouvelles compétences depuis un certain nombre d'années, depuis notamment le VIH, sont mises à profit sur ce type d'épidémie. Et donc, il y a encore tout un tas de champs, probablement dans les vaccinations de façon plus large que la grippe, qui viendront dans les années à venir, je l'espère, sous votre responsabilité conjointe avec les médecins traitants, les infirmières, etc. Merci beaucoup, docteur Prazuc. Pierre, quel message tu veux passer à nos confrères qui nous regardent? Je dirais rester à la page de façon qualitative. Voilà, toujours continuer à avancer dans le sens de la prévention. Ça nous paraît important au moment où de plus en plus le message des jeunes générations, c'est vers le développement durable.
que deviendront nos médicaments et notre travail pour lequel on a fait nos formations. Moi, je préfère vraiment m'engager à fond dans la prévention et dans le dépistage parce que derrière, ce sont des métiers qui, j'espère, sont des métiers d'avenir, hein, quelque part. Et puis, ce qu'on a appris là aujourd'hui, c'est des messages d'espoir parce qu'on se rend bien compte que la technique qu'on véhicule dans nos actes est performante. Et donc, on a tout intérêt à y rentrer et toujours de façon très qualitative. C'est pour ça que j'invite tous mes confrères à continuer dans la démarche qualité officinale. Eh bien, merci à vous trois, merci au laboratoire AZ qui nous a permis cette table ronde. Et moi, je rappelle à nos confrères qu'effectivement, la dispensation, l'accompagnement des patients et dans la période actuelle où on voit bien une pathologie de plus en plus importante et avec le vieillissement de la population, la proximité de l'officine sera toujours un gage de réussite pour l'avenir. Merci beaucoup à tous. Ciao.